Ce matin se tenait une séance plénière au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. L'occasion d'étudier de nombreux rapports, même si c'est avant tout une motion visant à stopper le projet de loi du sénateur Tani qui a canalisé toute l'attention. Le point dans votre journal. Les associations de défense des droits des étrangers ont tenu une conférence de presse en début d'après-midi afin de faire le bilan de l'année passée. Et à Mayotte, le moins que l'on puisse dire, c'est que le droit peine encore et toujours à être appliqué en raison notamment d'un manque de moyens évident et d'une situation unique en France. Sans plus tarder, direction le conseil départemental où se tenait ce matin une séance plénière. À l'ordre du jour, la gratuité des barges pour les agents du conseil départemental ou encore la répartition du taux d'octroi de mer entre le département et les mairies. La séance a débuté avec 1 heure de retard, ce qui a eu le don d'irriter certains élus. Le ton était donc donné puisque les débats ont une nouvelle fois été animés. Parmi les sujets de discorde, cette motion qui pourrait mettre à mal le fameux projet de loi du sénateur Tani. Les explications avec Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Les débats ont une nouvelle fois été houleux ce matin dans l'hémicycle Younoussa Bamana. Il faut dire qu'une motion présentée par le président Souaba Addine Ibrahim Ramadani a déclenché de vifs débats. Cette dernière porte sur le toilettage institutionnel du département, comme nous l'explique le président. On est une collectivité unique. C'était dans le appelé département, exerçant les deux compétences, sauf que nous ne sommes pas à la bonne case dans le Code général de collectivité territoriale. Or, cet achèvement institutionnel, c'est-à-dire qui permet d'aller jusqu'au bout de la départementalisation, est absolument indispensable. On est en bord de chemin. Il faut aller jusqu'au bout. Et actuellement, la fenêtre de tir pour nous permettre d'aller jusqu'au bout, c'est une révision du Code général de collectivité territoriale, n'est-ce pas, qui nous permettra à Mayotte de rejoindre le peloton des collectivités uniques de même nature, à savoir la Martinique et la Guyane. Le président, mais également le député Aboubacar ou encore le sénateur Ladjo ont ainsi signé une motion afin que la proposition de loi du sénateur Tani concernant le changement de mode de scrutin aux prochaines échéances régionales soit suspendue. Car même si tout le monde semble d'accord sur le besoin d'augmenter le nombre d'élus, certains souhaitent prioriser les changements institutionnels au risque de tout faire capoter. S'agissant du toilettage du code électoral, là aussi, là au moment où je vous parle, Mayotte est classée dans la même rubrique que Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Alors que Mayotte, sur le plan juridique, est département d'outre-mer. Les deux autres étant des anciens départements d'outre-mer. Mais enfin, il y a une confusion manifeste. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une clarification du positionnement de Mayotte, de la même façon dans le Code général de collectivité territoriale, de la même façon dans le Code électoral. Et ensuite, évidemment, il y a la question du scrutin, et ensuite, il y a la question du nombre des élus. Sur ce plan-là, nous sommes tous d'accord, avec notamment la proposition de loi du sénateur Tani. Après l'adoption de cette motion, l'hémicycle s'est vidé, tandis que les rapports ont été adoptés sans encombre. Même si pour le président du groupe centriste, cette motion restait au cœur des débats. On a là un projet, le projet qui était présenté là, c'est le projet que m'a présenté par exemple le député Aboubacar. Mais c'est à la virgule près, hein, c'est le même. Donc on peut se poser la question, comment on peut envoyer 2 parlementaires en métropole qui viennent du même parti, du même village et qu'ils présentent deux projets, ils ne sont pas parlés peut-être pas. Donc il faut vraiment que nous les Mahorais, on se recentre ensemble, qu'on discute ensemble. Ça n'engage que moi. Par contre, nous avons un problème chaque fois qu'on a des élections qui arrivent. Chacun veut tirer un peu la lumière sur soi. Voilà, donc ça c'est important. Donc j'appelle mes collègues pour qu'on se retrouve autour d'une table. Quand il s'agit de l'avenir de Mayotte, il faut qu'on soit tous ensemble. Cette séance plénière restera donc marquée par les désaccords entre d'un côté Daniel Zaïdani ou encore Chiaboudine Ben Youssouf, favorable au projet de loi du sénateur,
et de l'autre le président du conseil départemental et sa majorité qui souhaitent que ce projet de loi soit intégralement revu. De quoi à coup sûr faire bondir le sénateur Tani qui travaille sur ce projet depuis plus de 2 ans. Alors Pierre, on l'a vu ce matin au conseil départemental, plus précisément dans l'hémicycle Younoussa Bamana, l'ambiance était quand même assez électrique. Oui, une nouvelle fois. D'ailleurs, la plupart des élus ont quitté leur poste, ont quitté leur chaise à la fin des motions, c'est-à-dire que les motions ont été votées, elle a été adoptée cette motion, ils ont quitté l'hémicycle, ils sont partis. Daniel Zaïdani très en colère d'ailleurs, on sait qu'il soutient, il était venu sur notre plateau la semaine dernière, il soutient ce projet de loi porté par le sénateur Tani qui travaille dessus depuis quand même plus de 2 ans. Effectivement, en 2014, il y avait une motion également votée à l'unanimité par le conseil départemental, par les élus. Donc on a l'impression que c'est un peu un retour en arrière. C'est vrai qu'on comprend ce que disent notamment le député Aboubacar, également le président du conseil départemental. Maintenant, c'est vrai qu'on s'étonne du timing. C'est-à-dire que pourquoi à ce moment-là, alors que le projet de loi est en train de faire la navette parlementaire. Donc on se pose un peu des questions. Effectivement, beaucoup parlent de manœuvres politiques, de politique politicienne, encore et toujours. Et c'est vrai que surtout ce qui est dommageable, c'est qu'il y a ce manque d'unité qui là est réel. Et ce discours qui au niveau de Paris ne passe pas, parce que lorsque vous avez des parlementaires qui sont dans le même parti, c'est aussi ça, ils sont tous deux dans le groupe socialiste, le député Aboubacar et le sénateur Tani, qui sont en train un peu de se faire une guéguerre comme ça, d'un seul coup, forcément, à Paris, ça passe pas, et le discours est beaucoup moins porteur derrière. Ça discrédite nos élus. Notamment, non seulement ça discrédite d'un côté, mais aussi cette unité dont le département a besoin, a grand besoin même, elle n'existe pas et elle porte forcément préjudice à tout le monde et à l'intérêt général. Donc c'est ça surtout qui pose problème aujourd'hui. Après maintenant, chacun a ses arguments, on peut les entendre. C'est vrai que le sénateur Tani explique pourquoi il n'y a pas eu d'amendement, pourquoi vous vous réveillez maintenant. C'est aussi la question que tout le monde se pose. Mais il a répondu en partie, le président du conseil départemental, expliquant qu'il y avait eu un groupe de travail sur le foncier qui avait terminé sa mission. Aujourd'hui, il y a un groupe de travail sur les changements institutionnels qui doivent être mis en place à Mayotte. Il doit y avoir ce changement pour que la départementalisation soit effective et qu'elle soit aboutie. Maintenant, effectivement, le timing est un peu étrange et ça pose beaucoup de questions. Vous restez avec nous, Pierre. Merci pour ces précisions. Hier matin, près d'une 50aine de salariés du groupe Sodifram étaient en grève. Parmi leurs revendications, la révision de la grille salariale, les chèques déjeuner, l'attribution d'une prime de froid ou encore la rétrocession des congés depuis 2013 à aujourd'hui. Mais suite à une assemblée générale, le mouvement a été suspendu jusqu'à la fin juillet. Cela devrait laisser du temps à la direction et aux syndicats pour trouver un terrain d'entente, même si entre les deux parties, le climat semble toujours aussi délétère. On écoute à ce titre Elanziz Amidou, le secrétaire départemental du DFO. On était majoritaire, on est resté majoritaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, mais il se trouve que le secrétaire du comité d'entreprise et mon délégué syndical nous ont faussé compagnie, comme par enchantement. Donc, est-ce qu'il y a eu intimidation? Est-ce qu'il y a eu... je n'en sais rien, mais là, pour moi, c'est douteux. Et quand vous dites fausser compagnie, ils ont quitté l'entreprise ou ils ne correspondent plus avec Force Ouvrière? Ils ont quitté Force Ouvrière. D'accord. Voilà, parce que j'ai émis certaines recommandations, parce que pour moi, un délégué syndical ne doit pas manger avec le patron, rigoler, s'amuser avec le patron, alors même que l'organisation syndicale Force Ouvrière est en conflit ouvert avec ce groupe de la grande distribution qui a osé mettre à la porte, licencier, virer de façon vraiment froide 5 délégués de Force Ouvrière sans même avoir d'état d'âme. Et on continue avec cette conférence de presse organisée en début d'après-midi par les associations chargées de la protection des droits des personnes étrangères. Objectif, rendre public les chiffres des personnes étrangères enfermées et éloignées en métropole et en outre-mer. Il a également été question des conditions d'accès aux droits des personnes retenues et des différents obstacles pour y parvenir, ainsi que de l'éloignement des mineurs. Autant de sujets qui font écho à l'actualité de ces dernières semaines. Davantage de précisions dans ce sujet signé Adèle Laurent, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Comme chaque année,
Les associations françaises de défense des droits des étrangers ont présenté le bilan 2015 des personnes enfermées et éloignées. On apprend ainsi que 47 565 personnes ont été placées en rétention administrative en métropole pour 11 449 reconduites effectives. Un chiffre bien en deçà de la réalité du 101e département où 19 618 personnes ont été conduites au CRA. Alors, le rapport annuel sur les centres et locaux de rétention a pour but de rendre publique la réalité des centres de rétention en montrant le fonctionnement de ces centres, en montrant les atteintes aux droits des personnes étrangères qui peuvent être réalisées. Et c'est un projet qui est porté par la CIMAD et maintenant par d'autres associations depuis maintenant 15 ans. Avec la situation métropole est le suivant, et qu'il y a en fait plus d'éloignements forcés à Mayotte sur les 5 dernières années qu'en métropole. On est sur un ordre de grandeur qui est souvent tourné autour des 20 000 personnes éloignées chaque année à Mayotte, ce qui est plus qu'en métropole. Cette conférence de presse était également l'occasion d'évoquer les difficultés que rencontrent les membres d'associations. Des difficultés liées notamment à un manque de moyens sur le département. Certaines difficultés au niveau des droits en rétention, parce qu'en rétention, par exemple, les personnes ont le droit à l'accès aux soins ou à l'accès aux visites de leurs proches. Ces droits-là ont souvent comme obstacle donc le grand nombre de personnes placées en rétention, ainsi que le sous-effectif des policiers, donc chargés de s'en occuper. On est toujours dans une situation où on éloigne massivement les mineurs, plus de 4000 encore cette année, et on le sait maintenant que la plupart de ces éloignements sont illégaux, faute de moyens selon l'administration, donc les droits ont moins de valeur que les moyens visiblement. Selon ces associations, la crise des expulsés est en partie due aux craintes liées à l'application prochaine du droit commun. En effet, dès le 1er novembre 2016, les droits des étrangers vont changer. Ce qu'on peut dire, c'est on peut s'avancer, on peut dire qu'il y a pour l'instant 2 changements majeurs qui sont l'effet suspensif du référé liberté, qui était déjà une pratique en fait de la préfecture. Quand une personne déposait un référé liberté, la préfecture ne l'éloignait pas avant la tenue de l'audience. Là maintenant, on va dire que cette pratique est légalisée, donc elle est inscrite dans la loi. Et deuxième changement, du coup, l'intervention du juge de la liberté et de la détention, non pas après 5 jours de rétention, mais après 2 jours, après 48 heures. Donc c'est un juge qui contrôle en fait la légalité du placement en rétention. En métropole, énormément de personnes sont libérées des CRA sur l'intervention de ce juge. Donc on peut espérer que justement le passage de la personne retenue au tribunal de grande instance va lui donner une porte ouverte supplémentaire pour l'accès à ses droits. Favoriser l'accès aux droits, mais également changer de politique face à l'immigration. Voilà ce que préconise Johan Delhomme, le chargé de la vie associative au sein de la CIMAD Mayotte. Malgré les dizaines de milliers d'expulsions qu'ils ont réalisées depuis ces dernières années à Mayotte, cela ne change rien concrètement au problème. Donc on restreint l'accès aux droits des personnes, on expulse massivement, mais on sait très bien que de manière générale, cela ne bénéficie pas à la situation des Mahorais et à la situation de l'archipel des Comores, puisque les 2 questions sont étroitement liées. La solution n'est pas à rechercher du côté de la répression, du côté de l'éloignement massif. La solution est à rechercher du côté de l'intégration de Mayotte dans son espace régional. C'est ça qui contribue à son développement économique et sécuritaire. Et ce sont les mots de la Cour des comptes dans son rapport de janvier 2016 qui le dit. Et la CIMAD ne fait que suivre cette position. La Cour des comptes a en effet pointé du doigt de nombreux manquements aux droits à Mayotte. Il faut dire que le 101e département possède un statut à part dans la République, puisque près de la moitié de sa population se trouve en situation irrégulière. Difficile dans ces conditions de faire respecter le droit. Alors Pierre, ce sont des sujets très sensibles qui ont été justement abordés lors de cette conférence, surtout au vu de l'actualité de ces dernières semaines, on l'a vu. Oui, effectivement, étant donné l'actualité, la crise des expulsés qui n'est pas terminée. D'ailleurs, un mot sur cette crise. Nous parlions hier donc des conditions de vie au Bengali. La CIMAD n'a pas souhaité répondre, a expliqué qu'on en saurait plus ce soir. Il y allait avoir une inspection. Alors moi, selon mes informations, ils en savent un peu plus, mais ils ne veulent peut-être pas pour l'instant s'exprimer. En tout cas, ils n'ont pas voulu, devant nos médias, s'exprimer. Mais les conditions de vie semblent toujours aussi compliquées. Et on va suivre de très près ce qui se passe. Pour le moment, nous n'avons pas pu nous rendre sur place et avoir accès. C'est un petit
petit peu compliqué, c'est un petit peu tendu aussi sur place, mais la crise des expulsés semble loin d'être terminée. Maintenant, effectivement, sur la CIMAD et sur ce que dit Monsieur Delhomme, oui, bien sûr que la solution, ça sera la coopération régionale. Maintenant, c'est difficile de faire respecter le droit lorsque la situation est telle qu'elle est aujourd'hui à Mayotte, à tous les niveaux. On l'a dit plusieurs fois, lorsqu'il y a 40% d'immigration, peut-être plus, on ne connaît pas les chiffres exacts. Reporté sur un territoire comme la métropole, ça ferait 25 millions de personnes en plus. Et on le voit lorsqu'on voit un peu l'extrémisme qu'il y a en France, la montée de l'extrême droite notamment, avec 1 million de migrants sur toute l'Europe, qu'on n'arrive pas à se répartir. Là, on parlerait de 25 millions de personnes proportionnellement. Donc bien sûr que le droit, il est difficile de le faire respecter dans ces conditions-là. Mais parce qu'il n'a pas été respecté depuis des années. Parce qu'on a laissé cette situation perdurer et se gangréner depuis tellement d'années qu'aujourd'hui, on en est là, effectivement, et c'est très compliqué. Et des associations comme la CIMAD ou comme Solidarité Mayotte ont effectivement beaucoup de mal à faire respecter le droit, mais on ne peut pas le faire respecter du jour au lendemain lorsqu'il n'a pas été pendant des années. Et surtout qu'il y a ces mesures qui vont aussi bientôt s'appliquer sur Mayotte. Effectivement, alors ils ont été très sévères avec notamment France Mayotte Matin, puisqu'ils ont expliqué que ça avait favorisé justement d'expliquer ça, une sorte de psychose, et ça avait entraîné la crise des expulsés en quelque sorte, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, pour eux, ils sont partis de ça en disant la dangerosité des médias. Je pense qu'il fallait l'expliquer, il fallait en parler à la population, puisque c'est le cas. Et c'est vrai que c'est une situation très particulière, unique en France aussi, Mayotte, par rapport à ces chiffres aussi de l'immigration et par rapport à ces reconduites qui sont massives, effectivement. La situation est compliquée, on le sait, la seule solution, c'est une coopération régionale. Maintenant, on attend les mesures, mais ça, c'est l'État. Nous, on est là et on ne cesse de répéter les choses. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas de réelles mesures qui seront prises en faveur de cette coopération régionale, parce qu'on en parle, mais on ne voit rien venir, et ben, la situation risque d'être la même et eux risquent d'avoir beaucoup de difficultés à faire appliquer le droit, effectivement. Et ceux qui parlaient d'adapter un peu par rapport à la situation de Mayotte? Oui, alors l'adaptation, elle est possible. Maintenant, encore une fois, il faudra une volonté politique. Tant qu'il n'y a pas de volonté politique, cette adaptation, elle n'existe pas. Et puis on en parle, effectivement. Mais adapter dans quelle mesure? On le sait aussi. On est dans un pouvoir très centralisé. On est un pays qui centralise énormément avec des lois. Mayotte est devenu département, le 101e département français, entre dans le droit commun et les dérogations sont de plus en plus difficiles. Donc voilà, donc c'est un peu une situation qui tourne en rond et depuis trop d'années. Maintenant, il faut des actes forts. Effectivement, on rejoint Yohann Delhomme lorsqu'il explique qu'il faut une coopération régionale et que c'est la seule solution. Merci beaucoup, Pierre. Et ce ouf de soulagement pour de nombreux lycéens et lycéennes. Les épreuves du baccalauréat touchent à leur fin et les résultats seront connus le 8 juillet prochain. Nathalie Costantini était sur notre plateau ce matin et elle est revenue sur cette épreuve qui, malgré les difficultés, se serait très bien passée. La vice-recteur a également évoqué le futur et le choix de Mayotte pour une expérimentation dans le premier degré. Alliant sport et études, le projet vise à intégrer l'éducation physique et sportive dès le plus jeune âge. On écoute Nathalie Costantini lors de la matinale de Coésie. Je viens d'apprendre que Mayotte serait la représentante des Outre-mer pour une expérimentation autour du sport scolaire qui permettra du coup à 5 académies, dont Mayotte, de pouvoir faire une expérimentation cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, avec l'UNSS, et donc de commencer la pratique du sport scolaire avec toutes les activités que le sport scolaire propose, pardon. C'est vraiment un vecteur de cohésion sociale. C'est un premier moment. Les gens vont pas forcément s'inscrire dans les clubs sportifs de manière évidente. Il y a plus d'inscriptions à partir des juniors. Donc là, c'est le moyen de pouvoir pratiquer une polyvalence d'activités, donc de découvrir des activités nouvelles. C'est la possibilité aussi pour le premier degré, et pour moi c'est très important, d'intégrer l'éducation physique et sportive dans le premier degré, parce que l'éducation physique et sportive est vraiment une éducation très importante, l'éducation corporelle est très importante, et donc ensuite de pouvoir faire des choix et de vivre des projets différents, de vivre avec des personnes différentes et de progresser comme ça jusqu'à peut-être une pratique de haut niveau sportive. Voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mardi 26 juin. Petit tour d'horizon dans l'actualité en bref.
difficile de suivre le Front National et sa position concernant Mayotte. Alors que la présidente du parti, Marine Le Pen, avait récemment défendu les expulsions en accusant l'État d'en être responsable, sa nièce Marion Maréchal Le Pen ne cesse de s'en prendre au 101e département. Après avoir envisagé de revoir le statut de département du territoire, qu'elle n'envisageait pas franchement demeurer dans le giron français, vendredi elle est allée plus loin en s'en prenant à l'ancien président en ces termes. Sarkozy a livré la France au Qatar et départementalisé Mayotte. Il veut faire croire qu'il défend notre identité, a-t-elle ainsi lancé, augurant que Mayotte française dénaturait l'identité nationale. Le parti d'extrême droite alterne donc selon les occasions qui se présentent entre des Et on va enchaîner avec ce nouveau magazine Marqué. Pour nous en parler, François Buzan, qui est rédacteur en chef de ce tout nouveau magazine, tout nouveau-né ici à Mayotte. Oui, merci, bonsoir. Alors, ce magazine a été édité, on l'a dit, à 5000 exemplaires. Parlez-nous un petit peu de comment est née l'idée et comment vous est venue l'envie de lancer ce magazine. Alors, l'idée n'est pas de moi, elle est de Thierry Gallarme, le président du MEDEF aujourd'hui. Il est président du MEDEF, mais il a aussi d'autres activités, bien d'autres activités. Il est notamment gérant d'une agence qui s'appelle Archipel, qui est la plus ancienne agence éditoriale et de contenu à Mayotte. C'était pour lui un souhait de pouvoir éditer des médias pour participer à une certaine convergence des contenus. Le premier média qu'on a sorti, c'est pas Marqué, c'est Souya, c'est un magazine sur la santé. Le second, c'est effectivement Marqué. Je vous remercie de m'inviter ce soir pour en parler. C'est un magazine qui se focalise sur l'économie positive, sur les gens qui font et pas sur ceux qui détruisent. Et c'est un magazine résolument embarqué vers le développement économique mahorais. Alors, les forces vives qui font le développement économique de Mayotte, mais lesquelles? Est-ce qu'on parle ici du commerce, du BTP, de l'artisanat? Quel profil, en fait, on trouve dans ce magazine? C'est un magazine économiste, généraliste, donc on trouve de tout. C'est pas du tout et du n'importe quoi. Au contraire, c'est vraiment des gens qui se mettent en place, qui mettent en mouvement des stratégies pour promouvoir Mayotte, pour promouvoir le développement économique mahorais. Donc je reprends ce que vous me dites. Le BTP, toutes les activités économiques ont leur place au sein de ce magazine. C'est vraiment un magazine pour les Mahorais, pour essayer de parler des choses qui vont bien et arrêter enfin de se lamenter sur le triste sort de Mayotte. Alors on est focalisé sur le monde de l'entreprise ou alors ça va bien au-delà? Une nouvelle fois, c'est sur le développement économique. D'accord. Sur les entreprises, certes, mais là, on évoque, par exemple, dans ce premier numéro, il y a un long article, d'un article de fond sur l'habitat social à Mayotte. Il me semble que ça fait partie du développement économique, que oui, évidemment, ça fait partie du développement de certaines entreprises du BTP, mais ça fait également partie du développement de l'île, tout simplement. Alors Pierre, on a eu l'occasion de faire de feuilleter ce magazine. Qu'en avez-vous pensé? Oui, alors c'est très intéressant et on souhaite la bienvenue. On l'avait fait déjà dans une précédente édition. Moi, j'avais une question. C'était effectivement, je vous ai vu réagir tout à l'heure lorsque le syndicaliste a parlé, El Aziz Amidou. Justement, est-ce que il se veut aussi être un magazine débat où il va y avoir une sorte de confrontation des idées au vu du développement économique, bien entendu? Mais c'est le but d'un média. Pour moi, je suis journaliste de formation. Aujourd'hui, je travaille et je suis directeur de clientèle dans une agence de publicité. Je sais pourquoi je suis là. J'ai rendu ma carte de presse il y a bien longtemps et j'ai des raisons qui sont très claires pour ça. Je pense qu'on est tout à fait capable aujourd'hui de produire du contenu, de produire de l'information qui a vocation à servir tout le monde. Et si on parle de développement économique, il me semble clair que la protection des salariés, l'intégration des syndicats de salariés au sein de ce magazine qui se veut porteur d'une voix du développement économique mahorais, c'est évident qu'on doit intégrer les syndicats, qu'ils soient patronaux ou salariés, au sein de la rédaction du magazine, oui, bien sûr. Alors moi j'ai une question pour ce qui est de la démarche. Donc les profils qui se trouvent dans votre magazine, c'est vous qui allez les chercher. Alors il y a une démarche de ces personnes qui peuvent venir vers vous dire j'aimerais, je fais telle activité, j'aimerais qu'on parle de moi.
C'est quoi le... Alors c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je vais pas vous apprendre comment on fabrique un journal. Cependant, un journal, il est fait avec un comité de rédaction, avec un rédacteur en chef, c'est moi. Aujourd'hui, lorsqu'on se met autour de la table avec la rédaction, avec toute l'équipe Archipel, avec Hélène Fèvre, que je salue ici, qui a été remarquable sur le travail qu'elle a apporté sur ce magazine, on se met autour d'une table, on décide des sujets ensemble, on évalue de leur opportunité en fonction de l'actualité généraliste, mais on répond à l'actualité, mais évidemment que c'est pas un coup de fil d'un client de notre agence ou un client ou quoi que ce soit ou quelqu'un qui fait de la pub qui se retrouve dans le magazine. Non, on a une démarche éditoriale, journalistique. Certes, je le répète, je n'ai plus ma carte de presse et je le revendique. Cependant, on porte un travail journalistique et je pense que vous pouvez en attester. La qualité du support en atteste. Merci beaucoup François Buzon. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de ce nouveau magazine Marqué. Merci à vous également Pierre Bellucci. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OM5 que vous retrouverez également en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez les invités du temps de parole. Ils étaient ce matin au micro de Samuel Baucher et demain dans la matinale, il accueillera Aïnoudine Salim du MDM. Et puis à 7h30, ce sera Idanel qui prendra le relais. Idanel qui, je vous rappelle, est la présidente de Mayotte Channel Gateway. Bonne soirée à vous et à demain.